vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour à vous tous, avec Gilles, nous sommes évidemment ravis de vous retrouver ce matin. Radio Classique fidèle au poste, bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Nous allons essayer de faire de l'histoire, de la prospective et de voir ce qui se passe. Alors d'abord, de votre point de vue, Papandréou, vous le considérez comment? Comme déloyal, ou est-ce que ce serait une sorte de Robin des Bois des pays qui en ont marre de la pression de la France et de l'Allemagne? Pas que la France et l'Allemagne, de toute façon il était pris à la gorge. C'était devenu intenable. Je crois qu'il y avait eu, vous le disiez ce matin, d'ailleurs 13 grèves générales. Une pression énorme, une nécessité absolue sur le fond d'assainir les finances publiques de la Grèce, comme d'ailleurs de beaucoup d'autres pays. Bon, ce qu'il a fait... Mais il aurait pu le dire avant, quand même. Oui, parce bien que, sûr. Visiblement, Cécile Cornudet le rappelait il y a un instant, oui, mais le président de la République l'a appris absolument comme tout le monde, personne n'était prévenu, y compris dans son gouvernement. Son ministre des Finances a fait un malaise. Oui, je sais, mais quand le Parlement slovaque s'était opposé à la confirmation de l'accord précédent, en ce qui le concerne, ils n'avaient pas prévenu. Quand la Cour de Karlsruhe prend des arrêts indiquant que l'Allemagne ne doit abandonner aucune parcelle de souveraineté supplémentaire, il demande l'avis de personne avant, et quand le Bundestag se détermine, même chose. Donc c'est des logiques de politique intérieure. Il se trouve que l'Europe est composée d'États-nations, de l'ordre disait lui-même, fédération d'États-nations. Et dans les États-nations, il y a des peuples. Donc je ne dis pas que c'est une bonne nouvelle, c'est extrêmement compliqué à gérer, c'est un élément supplémentaire à supposer que le référendum soit bien décidé par les députés grecs, mais c'est un fait. Entre parenthèses, ceux qui rêvent d'un système fédéral doivent se dire qu'un ministre fédéral des Finances, si c'est une sorte de commissaire ou de technocrate, n'aurait pas eu le quart du dixième de la capacité politique de Papandréou, jusqu'à maintenant en tout cas, pour faire avaler au peuple grec la rigueur nécessaire. Mais qu'est-ce qu'on peut lui dire? C'est un fait. Il n'y a rien à dire à Papandréou, il y a simplement... voir avec... ils vont le voir quand même, ils le voient dans les heures qui viennent. Pour essayer... ils vont lui faire des reproches complètement vains. À quoi ça sert? Il faut d'abord... peut-être que Papandréou a une idée précise sur le fait de savoir si les députés grecs vont voter le principe du référendum ou si ça va conduire à sa chute. Dans quel cas, est-ce que c'est à nouveau lui ou quelqu'un d'autre? Donc mieux comprendre la politique intérieure grecque dont tout le monde se fiche un peu parce qu'on veut simplement leur imposer des choses et on est dans un état d'énervement terrible si ça perturbe la marche de l'ensemble. Donc mieux comprendre ce qui va se passer. Et si le référendum a lieu, je pense qu'il devrait lui demander d'avancer énormément la date du référendum pour réduire le temps. Qui est prévu donc à la fin du mois de janvier, de manière à ce que... Ce qui est très long, puisqu'on est malheureusement dans une dépendance excessive compte tenu de la mauvaise gestion d'avant par rapport au marché devenu fou et par rapport aux agences qui abusent. Bon, il y a une dépendance dont il faudra sortir, il faudra desserrer cet étau progressivement par des politiques plus saines. Dans l'immédiat, c'est le cas, donc s'ils peuvent avancer la date du référendum, c'est mieux. Et après, il faudrait voir ce que l'Europe peut dire d'intelligent, qui ne doit pas être péremptoire, qui ne doit pas être méprisant, qui ne doit pas être des colères vaines, pour aider à ce que le oui l'emporte. Justement, ça peut être fait. Les reproches après, je dis, autant reprocher au Bundestag de vouloir gérer la Non, mais il y a une petite chose que tous les observateurs que nous sommes ont remarqué quand même à un moment dans la précédente réunion, on va y revenir avec Gilles pour essayer de comprendre tout ce qui se passe. Le président de la République a dit à Cameron, tais-toi. Est-ce qu'il n'y a pas une pression trop forte des Français et des Allemands à l'égard des 17 pays membres de l'euro qui à un moment risquent d'en avoir un peu marre? Alors, la pression, elle fonctionne dans l'autre sens. C'est qu'au départ, c'est que quand vous êtes dans la même zone monétaire, vous tournez vers les pays capables d'aider, dont les pays qui vont mieux, y compris la France, mais in fine, l'Allemagne. Donc c'est pour ça qu'on a vu l'Allemagne, depuis 18 mois, poser des conditions drastiques, en disant on veut bien aider plus, bien qu'on déteste l'idée d'une union de transfert, et l'opinion publique allemande est déchaînée contre ça, et ils disent que l'idée que l'Allemagne paiera est quand même insupportable maintenant. Donc la pression s'exerce d'abord dans ce sens. Il y a une pression en retour en disant si vous voulez qu'on vous aide, voilà des conditions très strictes, ça conduit à une sorte de quasi-mise en tutelle. Et à un moment donné, les peuples disent c'est plus tolérable, parce que sortir en 6 mois, 1 an d'une pratique de gabegie ou de laisser aller... Dans le cas de la Grèce, il n'y a quasiment jamais eu, sauf dans les périodes autoritaires, et elles ne sont pas à regretter, des moments où l'État fonctionnait normalement, entre guillemets. Il y a 25% des Grecs qui ne payent pas d'impôts et une inflation considérable de la fonction publique. Oui, le cadre n'était pas clair, tout ça. Donc il faut des années pour sortir de ça. Donc, il faudrait essayer de ne pas trop perdre de temps à des réactions émotives et puis voir ce qui peut être fait d'utile pour sortir de ces crises, qui est une crise parmi d'autres, parce que nous vivons, nous, Européens, 5 ou 6 grandes crises simultanées. C'est pour ça que c'est Gilles Leclerc. Quand hier, Nicolas Sarkozy, dans la cour de l'Élysée, dit de toute façon, le plan décidé à Bruxelles, l'accord de Bruxelles, c'est celui-là qu'il faudra faire de toute façon et il s'appliquera. Qu'est-ce que vous pensez, d'autant que si les Grecs disent finalement, répondent non au référendum, est-ce que le plan peut quand même s'appliquer ou pas?
Si les Grecs disent non, en réalité, ça aboutit à une sortie de l'euro, en pratique. Donc, on est obligé, Donc faillite de la Grèce. On est obligé d'en venir à une solution que à peu près tout le monde écartait jusque-là, qui est la sortie ordonnée. Donc, comment on négocie la sortie d'un pays de la zone euro, qui est d'ailleurs, sur le plan économique, il pèse peu, donc c'est un pays marginal. Ça Oui, change pas la zone il peut y euro. avoir un risque de contagion, un effet boule de neige, d'autres référendums dans d'autres pays Ça d'Europe, peut être non? aussi, au contraire, un coup d'arrêt à la contagion. Enfin, ça dépend comment c'est négocié. De toute façon, s'ils disent non, ils disent non, et ça aboutit quasiment à une sortie de l'euro. Je ne vois pas bien comment ça peut être autrement. Ça ne veut pas dire que l'accord du 26 est caduc. Parce que dans l'accord du 26, il y a quand même la mise au point d'un fonds d'aide qui est permanent, qui a été renforcé. Il y a d'ailleurs un fonds annexe auquel pourraient participer toute une série d'émergents, d'où l'émotion de certaines personnes sur la question de la Chine. Mais il n'y a pas que la Chine dans cette affaire. Et ça joue pour d'autres pays que la Grèce. Et d'autre part, il y a dans cet accord un renforcement des engagements que les pays de la zone euro prennent sans arrêt depuis des années, en disant oui, on va être sérieux, oui, on va converger, oui, on va harmoniser, oui, on va intégrer. Donc il y a un accord à mettre en œuvre. Mais vous dites toujours, presque indépendamment vous dites depuis longtemps grec. qu'il faut toujours écouter les opinions publiques et qu'on ne peut pas bâtir l'Europe sans écouter les citoyens. Est-ce qu'au fond, cette idée de référendum, est-ce qu'elle elle ne serait pas applicable compte tenu du contexte économique, y compris dans d'autres pays? Par exemple, est-ce que les Allemands pourraient leur demander si au fond, aider la Grèce, c'est une bonne idée ou pas? Le référendum est interdit en Allemagne. Oui. Enfin, il n'est pas prévu dans la Constitution d'autres pays, pour des raisons historiques. Non, il n'y a pas... Il ne faut pas partir dans l'autre sens. Oui. Faut passer, puisque les Grecs, pris à la gorge, se jettent dans cette solution, parce que Papandréou, qui a été très courageux, n'a plus d'autre choix, on ne va pas mettre en avant l'idée qu'il faut le faire partout ailleurs, d'autant qu'il n'y a pas l'équivalent des révoltes de la population grecque. Il n'empêche que, sans tomber dans les excès de la démocratie dite directe, dite instantanée, qui finit par paralyser toute décision où que ce soit, il faut quand même se rappeler que ce sont des peuples anciens et fiers, et qui ont abandonné une partie de leur souveraineté et qui sont furieux parce qu'ils s'aperçoivent que la souveraineté abandonnée a plutôt été récupérée par les marchés, eux-mêmes devenus fous. Il y a une partie transférée, ça c'est clair et plus logique et plus démocratique, par exemple à la Banque centrale, qui joue un rôle croissant compte tenu de la crise, et Trichet l'a fait très remarquablement et même avec courage, parce qu'il a lutté au sein de la Banque centrale contre le dogmatisme, par exemple, des Allemands au sein de la Banque centrale. Bon. Donc il y a un système à bâtir. Il faut qu'il soit démocratique, il faut qu'au bout du compte, le bulletin de vote de M. X ou Y dans n'importe quel pays ait quand même un sens quand il élit des gens qui sont censés avoir un pouvoir sur quelque chose. Il ne faut pas tomber dans la consultation permanente. Mais tout ce qui a été décidé, c'est des gouvernements démocratiques qui ont décidé l'accord du 26. Hein. Donc je ne suis pas pour la généralisation du... Mais je vous écoute, on vous écoute avec attention, mais le problème, c'est que vous dites à la fois les Grecs, c'est un grand peuple, et en même temps, ils gèrent l'économie d'une manière... Pas que les Grecs. Non, mais... Ce sont des peuples partout, y compris quand le peuple allemand, via la cour de Karlsruhe, le Bundestag, exige telle ou telle chose. Mais à partir du moment où, en 92, on a décidé l'euro, puis on a fini par faire l'euro, il faut bien que tous ces peuples, quelle que soit la richesse de leur histoire, de leur philosophie ou de leur rapport à la cause commune, finissent par avoir une gestion qui soit compatible. Autrement, le système ne peut qu'exploser. Oui, c'est vrai. Et bien là, vous avez une sorte de grande bifurcation entre deux conceptions complètement différentes du fédéralisme, parce que c'est un mot valise, comme disent les linguistes, le même mot désigne des choses complètement contradictoires. Dans un cas, c'est une souveraineté qui est exercée en commun, avec des critères communs de plus en plus forts, et on les a déjà adoptés, on ne les a pas mis en œuvre. Critères de Maastricht, pacte de stabilité, pacte de compétitivité, ce qu'on appelle le paquet législatif récent au Parlement européen et accord avec la Commission, qui donne à la Commission le droit de lancer des alertes, voire de déclencher des sanctions, sauf si une majorité qualifiée d'État s'y oppose, plus le semestre européen qui synchronise les procédures budgétaires, plus les engagements dans l'accord du 26. Ça, c'est de l'harmonisation très, très, très poussée, si on le fait sérieusement. C'est de l'exercice en commun de la souveraineté des pays membres de la zone euro. Puis il y a l'autre option fédéraliste dure, on va dire, ou extrême, qui consiste à dire on n'y arrivera jamais, les peuples ont des attitudes incohérentes, donc il faut transférer tout ça à un super ministre des Finances ou de l'économie ou un exécutif européen au-dessus. Et ça, je crois que c'est pas raisonnable d'aller dans cette voie, parce que d'abord, on finit par couper le fil avec la démocratie. De toute façon, l'Allemagne, sous le contrôle de la cour de Karlsruhe, ne l'acceptera jamais. Donc on parle un peu pour ne rien dire. Et l'autre voie doit être explorée. Mais pardonnez-moi de L'autre voie peut donner des résultats énormes si on le fait vraiment, la voie de l'harmonisation. Mais vous vous rendez compte... Indépendamment de la controverse immédiate, Guillaume, sur la Grèce. Hein. Oui, non, mais là, maintenant, il y a une situation à gérer. C'est-à-dire qu'il y a des rendez-vous avec Papandréou, on voit les Chinois, il y a un G20 à Cannes. Chinois, c'est autre chose. Hein. Oui, non, je sais bien. Quelles conséquences sur le G20, d'ailleurs? Qu'est-ce qui va se passer, là? C'est pas le seul sujet. Ils vont bavarder. Non, mais quand même, ça va peser.
Oui, Qu'est-ce qu'on va fait, dire à M. Papandréou là, dans les heures qui viennent? Papandréou, comme je le suggérais tout à l'heure, il faudrait d'abord voir avec lui quelles sont les probabilités de décision par les députés grecs sur le référendum. Qu'est-ce qui se passe si les députés refusent le référendum? Est-ce que le gouvernement tombe? Est-ce que c'est qu'un autre que lui? Et si le référendum a lieu, est-ce qu'il peut l'avancer? Quels sont les arguments que peuvent être en avant utilement les autres? Mais il ne faut peut-être pas que ce soit la Troïka qui exerce quasiment une sorte de tutelle sur la Grèce qui se mette en avant. Quels sont les pays qui en Grèce pourraient avoir un impact, ou les personnalités un impact sur l'opinion publique grecque qui est dans un état de désespoir et de fureur? C'est ça qu'il faut voir avec lui, comme si on était engagé avec lui dans une campagne pour faire triompher le oui. Encore une fois, ça ne sert à rien de le sermonner, ni de s'exciter comme ça. C'est ça qu'il faut voir avec Papandréou. Pour le reste, je crois que l'accord sur le fonds d'aide est justifié, quoi qu'il se passe à Athènes, en réalité. Quant au G20, il a des tas d'autres sujets globaux à voir. C'est vrai qu'il y a un lien, mais ce n'est pas le seul sujet. Si vous êtes chinois, on n'est plus au centre du monde. Il n'y a d'ailleurs pas de centre du monde maintenant. Mais il n'y a pas que ça. Du point de vue chinois, oui, c'est très important que le pouvoir d'achat de la zone euro ne s'effondre pas. Ouais. C'est pour ça, et pas pour des espèces d'ambitions géopolitiques terribles, cachées, que les Chinois cherchent à entrer. D'ailleurs, ça fait des années qu'on leur dit... Pour vous, c'est une bonne idée? Non, c'est pas simple à gérer, c'est inévitable, c'est la réalité du monde. Les gens découvrent le vélo aujourd'hui avec l'histoire de l'entrée de la Chine dans ce fond. Ça fait des années que les pays occidentaux ont perdu le monopole de la conduite des affaires du monde, que les émergents émergent pour de vrai. La Chine en tête, mais il y en a 50 derrière dans les émergents. C'est un fait. Dans le fonds d'aide complémentaire, il y aurait la Chine, il y aurait aussi la Corée du Sud, le Japon, peut-être d'autres émergents. C'est à gérer. S'ils sont nombreux, c'est moins grave que s'il y avait la Chine seule. Ça dépend du mode d'emploi. Mais vous vous rendez compte? Faut pas paniquer quand même. Non, mais je panique pas. Alors, mais je me mets à la place des gens. Pas vous. Je veux dire. Nous mettons avec Gilles à la place des gens qui nous écoutent. Il y a une présidentielle. Ils se disent, est-ce que Sarkozy... C'est encore un autre sujet. Non, mais c'est un sujet important pour les gens. Ils disent, est-ce que Sarkozy va sortir perdant ou vainqueur de cette affaire-là? Les socialistes... On est des mois après. Mais je vous pose des questions. Les socialistes, visiblement, ils sont pas clairs. Certains défendent Papandréou, d'autres essayent de considérer que tout ça est irresponsable. Et mettez-vous à la place des gens qui ont un portefeuille boursier ce matin. Si la bourse décroche, ils vont perdre peut-être pour leur patrimoine, je ne sais pas combien d'argent à cause du fait que les banques françaises vont s'effondrer s'ils ont des actions de la Société Générale, etc., etc. Donc les gens, quand même, quand ils nous écoutent ce matin, ils sont quand même dans un état un peu de catalepsie. Ils n'ont pas la sagesse qui est peut-être la vôtre. Non, mais je ne peux pas dire que je ne suis pas sensible à tout ça, mais je ne suis pas là pour donner des conseils boursiers, ni pour faire des pronostics pour une élection qui a lieu dans des mois et des mois, sauf que j'observe qu'à peu près partout en Europe, les électeurs sortent les sortants, parce qu'ils sont furax, et que, sauf dans le cas polonais, parce qu'en Pologne, il y a eu une gestion différente, il y a eu une croissance élevée, au-dessus de 3, je crois, pendant plusieurs années. Mais ce n'est pas notre sujet immédiat, c'est peut-être d'essayer de mettre un peu d'ordre dans ces grandes crises simultanées. J'ai parlé de la redistribution des cartes géopolitiques. On a en même temps la fin du système occidental de croissance à crédit, fondé également sur une spéculation, une sorte de système casino. Tout ça, c'est en même temps. Comment on va retrouver, là j'oublie la question euro, comment on va retrouver dans l'ensemble de l'Occident, c'est une question pour les Américains aussi, une croissance saine, qui ne soit pas fondée sur un endettement sans garantie, qui soit un peu re-régulé pour que le système financier, qui est devenu, comme dit Félix Swatine, un danger public, soit un peu remis dans les rails. C'est très compliqué pour l'ensemble de l'Occident. Mais est-ce qu'au départ, il n'y a pas de croissance. Mais est-ce qu'au départ de tout ça, il n'y avait pas de plus en plus de révoltes. Est-ce qu'au départ de tout ça, il n'y avait pas, puisque vous avez bien connu le début, une idée idiote qui consiste à transformer les Grecs en Allemands, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont absolument pas ni le même système économique, on le voit, ni la même approche de l'économie. C'est pas une volonté de ma part de sombrer dans la caractéristique des peuples, parce que ce serait absurde. Mais est-ce que c'était vraiment possible? Vous mettez le doigt sur un sujet qui est historique et qui est important, et qui est de savoir pourquoi on a fait rentrer la Grèce dans l'Union européenne à l'époque, la communauté européenne. C'était pour des raisons largement politiques. C'est à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing, parce que la Grèce s'était débarrassée des colonels, il fallait la récompenser démocratiquement. Bon. Et il n'a pas été demandé à la Grèce assez d'efforts pour se rapprocher petit à petit du modèle européen. Deuxième fois, quand il a fallu constituer l'euro, où les Allemands brutalement disaient on ne veut pas des pays du Club Med, et c'est vrai que la France a dit non, il faut l'ensemble des pays, y compris du Sud. À l'époque, comme il y avait une sorte d'ambiance d'euphorie,